Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour la seconde partie de notre émission consacrée à la culpabilité. Une question essentielle car elle est bien souvent cause de souffrance. Nous avons pu voir la semaine dernière quelle pouvait être la définition de la culpabilité ainsi que les points de vue bouddhistes et occidentaux sur ce sujet. Je vous propose d'examiner aujourd'hui comment clarifier notre rapport à l'erreur pour être moins piégé par nos jugements et faire de ces erreurs un matériau de transformation. Quelles sont alors les méthodes issues de l'enseignement du Bouddha pour y arriver? De quelle manière augmenter notre discernement? Et surtout, comment transformer notre vision de la culpabilité pour répondre de façon pertinente aux situations du quotidien? C'est ce que je vous propose de voir avec notre invitée, Anila Trinley. Anila Trinley, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes moniale bouddhiste, conférencière et enseignante, que vous participez depuis le milieu des années 90 avec la Mapunso du centre de Dakpo Kagyu-Ling en Dordogne à la réflexion et à l'élaboration d'une approche bouddhiste des problématiques de la société actuelle. Je rappelle également que vous venez de publier « Et si l'erreur était fertile, un autre regard sur la culpabilité » aux éditions Rapsel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, vous intervenez vous-même beaucoup auprès des personnes en fin de vie, notamment en soins palliatifs. Et le docteur Christophe Fauré, qui signe d'ailleurs la préface de votre livre, dit que cela vous permet d'avoir un regard plus aigu sur la culpabilité et sur son impact, en fait, dans l'existence humaine. Pour quelles raisons, Anila Trinley? Alors, si on prend la fin de vie, si on réfléchit à la fin de vie, on s'aperçoit que, de fait, c'est une période de bilan. C'est une période où on se demande qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Et quand on se demande qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, les questions viennent aussi qu'est-ce que je n'ai pas fait et que j'aurais voulu faire, ou qu'est-ce que j'ai fait ou que je n'aurais pas dû faire, qu'est-ce que j'ai dit et que je n'aurais pas dû dire. Et cette période de bilan est souvent, très souvent, accompagnée de culpabilité. Et donc, il y a évidemment, on a peu de temps dans l'accompagnement de fin de vie pour vraiment apaiser la personne. Et en plus, en tant qu'accompagnante, entre guillemets, bouddhiste ou pas d'ailleurs, apaiser la personne à tout prix, ça ne marche pas. Ce qui peut apaiser la personne, c'est justement de pouvoir dire ses difficultés, ce qu'elle a fait ou pas fait, dit ou pas dit, etc. Et ça, c'est déjà, surtout si c'est celui qui écoute, ou la personne qui est à l'écoute, entend ça, accueille ça sans jugement, il y a quelque chose qui, en soi, peut être apaisant. Ça règle pas tout, et bien évidemment, mais il y a quelque chose qui déjà est apaisant. Et ce regard sur l'erreur de l'autre est de fait, accompagné de bienveillance de façon plus évidente que sur nos propres erreurs. Et je ne sais pas ce que j'apporte et ce que j'ai apporté aux personnes que j'ai accompagnées, mais je sais ce qu'ils m'ont donné, c'est-à-dire cette possibilité de faire de cette rencontre singulière et honnête avec des personnes qui osent une parole difficile, c'est quelque chose qui est extrêmement nourrissant pour celui qui écoute. Et est-ce que vous avez noté d'autres moments de vie où justement cette phase de discernement est aussi très présente? La culpabilité, dans le processus du deuil, au cours du deuil, la culpabilité est communément rencontrée. Notamment si la mort a été brutale. Parce qu'il y a des choses qui sont restées en suspens. Que ce soit un accident, un arrêt cardiaque ou que sais-je. Les choses sont restées en l'état. Il y a le regret de ne pas avoir dit. Souvent, ce regret de ne pas avoir su dire « je t'aime » aux parents, aux enfants, de façon claire. Avec la personne qui partage notre vie, il y a une plus grande évidence. Mais avec nos proches, la famille, c'est parfois moins évident de le dire. Il y a une pudeur qui s'élève par rapport à ça. Et puis, il y a les moments où je me suis mise en colère, les moments où j'ai pas été à la hauteur de telle et telle situation. Et donc, au cours du deuil, la culpabilité s'élève avec cette impression d'irréparable. Et cette impression d'irréparable donne une tonalité singulière, particulière à la culpabilité, au vécu de la culpabilité. Et là, il y a des... de la même façon, au travers de la parole, il y a des choses qui se passent, qui peuvent aussi en partie se régler. Et surtout, j'allais dire, de comprendre que
notre façon d'exprimer nos regrets éclaire d'une lumière singulière la compréhension de l'erreur. Je m'explique. Quand je dis « si j'avais su », j'emploie le conditionnel. Si j'emploie le conditionnel, c'est que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que je sache. Et comment je peux me reprocher de ne pas avoir su ? Si j'avais su, j'aurais agi autrement, bien évidemment. Et ça, en passant par cette réflexion-là, il y a des choses qui petit à petit se dénouent. Mais ce sont sur des culpabilités relativement légères et ordinaires. Bien évidemment, quand c'est une culpabilité massive, parce que l'acte a eu des conséquences vraiment dommageables pour l'autre ou pour soi-même, là, il y a peut-être besoin d'un travail plus psychologique, psychothérapeutique. Alors, revenons à notre âge de la vie, qui est celui de l'enfance, et parce qu'il est vraiment fondateur, justement, dans notre rapport à la culpabilité. Pour quelles raisons, Annie Latrimer ? C'est là que peuvent s'ancrer certaines culpabilités, certaines formes de culpabilité. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Prenons l'exemple d'un enfant qui a besoin de rassurance. On sait bien que les enfants n'arrivent pas comme une page vierge au monde. Ils ont déjà un esprit chargé de l'expérience des vies antérieures. Et peut-être cet enfant a besoin d'une certaine forme de rassurance. Et prenons par exemple des parents qui, eux, ne savent pas donner. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas, mais ils ne savent pas donner cette réassurance parce qu'ils n'en ont pas besoin. Pour eux, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. De même, un enfant peut avoir besoin de tendresse. Et les parents, il y a des parents qui ne savent pas manifester leur amour. Ça peut être l'inverse, un enfant qui préfère être tenu un petit peu à distance, et puis une maman ou un papa qui couvre trop, ça peut être étouffant. Et donc l'enfant peut grandir avec le sentiment qu'il n'a pas été aimé ou pas suffisamment aimé. En fait, peut-être il n'a pas été aimé comme il l'aurait souhaité, mais ça ne veut pas dire que les parents n'étaient pas aimants. En fait, bien souvent, c'est des besoins et des apports qui diffèrent, qui donnent ce sentiment que ça ne l'a pas vraiment fait. Et le problème, c'est que du fait de se sentir « je n'ai pas été aimé suffisamment », très vite on en arrive à penser « je ne suis pas aimable ». Si même ma mère, mon père, que sais-je, ou le référent maternel, etc., n'a pas su m'aimer, c'est qu'au fond, on ne peut pas m'aimer. Ça a un impact sur notre vie actuelle. Ça a un impact sur la culpabilité. Donc, si je ne suis pas aimable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et très vite, je suis en train de poser des mots sur une expérience dont il est très difficile de décortiquer l'origine. Alors, on va quand même essayer d'avancer un peu et peut-être envisager les outils que nous propose le chemin bouddhiste pour se sentir peut-être mieux, essayer de dénouer tous ces fils. Tout à fait. Alors là, je parlais du point de vue psychologique. Je ne parlais pas du point de vue du dharma, de l'enseignement du Bouddha. Du point de vue de l'enseignement du Bouddha, dans l'enseignement du Bouddha, la notion de culpabilité n'est pas présente. Ça ne veut pas dire que les bouddhistes ne culpabilisent pas. Mais ça veut dire que cette problématique-là, qui a été vraiment beaucoup étudiée chez nous, je dirais en Occident, ne l'a pas été par le Bouddha à ce moment-là. En fait, le Bouddha a donné les afflictions de base qui, quand on fait une espèce de cocktail, peuvent générer un sentiment de culpabilité. Si on prend la culpabilité, en fait, elle est faite de quoi ? Elle est faite, bien sûr, d'ignorance, parce que je n'ai accès qu'à mes représentations. Elle est faite d'attachement, parce que je suis attachée à mes représentations. Elle est faite d'aversion, parce que je ne veux pas de ce qui s'est passé. Et elle est faite d'orgueil, parce que d'où me viendrait cette idée que je ne devrais pas me tromper. Alors évidemment, quand quelqu'un est dans la culpabilité et qu'on explique tout ça, c'est un peu... Ça n'est pas tellement aidant au premier degré. Mais au fond, ça nous donne des pistes. C'est-à-dire que pour travailler, entre guillemets, pour sortir de ce fonctionnement culpabilisant, c'est au travers d'un rapport autre aux émotions là, on a une porte d'entrée royale, entre guillemets, en travaillant sur les émotions. Et pour travailler sur les émotions, on va le voir, on a besoin de la méditation et on a besoin du discernement. C'est-à-dire
c'est-à-dire les trois entraînements de base, que sont l'entraînement à la méditation, l'entraînement au discernement et l'entraînement à l'éthique. Par rapport à l'éthique, le discernement, c'est de savoir, va nous amener à voir ce qu'il est juste d'accomplir et ce qui ne l'est pas. Ce qui va me permettre d'être clair, c'est l'entraînement à la méditation. Ça, c'est pour une vision un peu globale de comment travailler. Maintenant, si j'entre dans le détail des émotions, des afflictions, on peut établir un rapport autre aux émotions au fil de l'entraînement à travers 4 aspects plus un joker. Ce joker, il est important. D'abord, il faut les voir. Ça, c'est un entraînement. Voir l'émotion à l'œuvre. Accepter cette émotion. L'identifier. L'accueillir. Oui, accepter d'être traversé par ces émotions et ensuite s'entraîner à ne pas suivre cette émotion. Et puis le joker, qui est essentiel, c'est de se réjouir d'avoir vu. Parce que se réjouir d'avoir vu amène une certaine forme de légèreté. Déjà, c'est pas dramatique puisque je l'ai vu. Je peux en faire quelque chose. Et cette erreur afflictive, je peux la corriger si je l'accueille. Je peux petit à petit sortir de ce fonctionnement si j'accepte d'être ainsi. Je suis en apprentissage d'un rapport autre aux émotions. Je suis en apprentissage de l'entraînement à la méditation, au discernement, etc. Et cet apprentissage, un petit jeu de mots, c'est ça qui va nous faire de nous des apprentis sages, en 2 mots. C'est-à-dire que le fait d'accepter d'être en apprentissage nous donne à la fois de la légèreté et une capacité à parcourir le chemin de façon plus légère et bienveillante. Donc on retrouve à nouveau cette notion d'indulgence vis-à-vis de nous-mêmes, finalement. Pour terminer, est-ce qu'on peut se dire aussi que la notion de culpabilité est absolument indissociable de celle du pardon? C'est important aussi. Alors, dans notre culture, le pardon est la réponse à la culpabilité. Que ce soit le pardon que j'accorde, le pardon que je demande, ou le pardon que je m'accorde à moi-même. Il y a trois aspects dans le pardon. Maintenant, le pardon vient valider la notion de faute. Dans notre culture, ça fonctionne comme ça, et c'est très pertinent. Maintenant, quand il n'y a pas cette notion de faute, comme dans la vue bouddhique, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Eh bien, c'est cette pratique du regret. C'est-à-dire, reconnaissant l'erreur commise, je le regrette profondément. C'est pas juste, je regrette, bon, c'est bon. Non, non. C'est une reconnaissance claire de l'erreur, le regret d'être prise dans ce fonctionnement et le souhait sincère d'en sortir avec une forme d'engagement sur la durée, à sortir, à mettre en œuvre les moyens de sortir de ce fonctionnement qui, de fait, génère de la difficulté, de la souffrance pour moi-même et pour les autres. Et donc ça, c'est tout le propos de la voie bouddhique. Merci beaucoup, Anila Trinier, pour ce très très bel éclairage. Merci. Merci à vous. Avant de nous quitter, voici quelques livres que nous vous conseillons. Je vous rappelle tout d'abord celui de notre invité sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission. Et si l'erreur était fertile, un autre regard sur la culpabilité aux éditions Rapsel dans la collection Les Ateliers du Savoir. Un livre qui nous aide à clarifier notre rapport à l'erreur grâce aux différentes méthodes enseignées par le Bouddha. Toujours de notre invité Anila Trinley, également publié aux éditions Rapsel, La présence, un savoir-être à cultiver, ainsi que S'aimer enfin de Christophe Fauré, publié chez Albin Michel. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Merci de votre fidélité. Nous vous souhaitons une très, très belle journée.